Qu'est-ce que c'est qu'un Super Angel? Ça fonctionne comment et quel montant? Typiquement, il y avait cette grande disparité entre les VC qui lèvent des fonds auprès de limited partners, qui sont les fonds de pension, les university endowments, des choses comme ça, qui sont dans des centaines de millions de dollars. Puis à l'autre bout du spectre, il y avait les angels qui investissent leur propre fric. Et petit à petit, ceux qui ont eu du succès se sont vus sollicités par d'autres pour en fait investir avec eux, les suivre. Et donc ces angels-là ont commencé à lever des fonds. Il y a Chris Sacca, il y a encore une fois Jeff Clavier, Dave McClure, tous ces mecs-là, ils ont des fonds autour de, allez, on va dire entre 20 et 50 millions. Donc ça leur permet de prendre des positions entre 250 000 dollars et 2-3 millions, suivant les cas, qui font à une fréquence assez élevée. La prochaine startup, ça va être quoi alors? On embauche toujours. Tu as parlé de liberté, de chiffres trop petits dans les acquisitions. Tu as parlé de manager des équipes. C'est quoi ton inspiration à travers toutes ces expériences? Je pense que c'est Tim O'Reilly de Web 2.0, la conférence, qui dit Work on shit that matters. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce que quand tu bosses sur quelque chose dont tu n'es pas convaincu que ça a vraiment une importance quelconque, sans se prendre trop au sérieux non plus, mais il faut quand même que tu aies l'impression que ça fasse une différence dans la vie des gens. Donc pour moi, c'est ça, c'est un de mes critères numéro un. Après, si tu crois en ça et si tu penses que ça vaut le coup d'y passer 15 heures par jour, le reste va suivre. C'est vous qui avez eu l'idée de Stakis? Ouais. Et comment vous avez eu cette idée? Enfin, s'il y a eu un moment où... C'est quand je t'ai... C'est quand tu m'as donné l'idée. Non mais... Dis que c'est trop. Non, mais souvent en fait, ça se passe de façon assez itérative. Il n'y a pas un moment où il n'y avait rien, puis il y avait toute l'idée toute faite. Mais moi, je lisais beaucoup de blogs et je regardais un petit peu tous ces wikis qui sont c'est un médium assez participatif où les gens justement peuvent non seulement lire mais aussi écrire. Et donc j'avais envie de quelque chose dans ce domaine. Et en fait, il y a un des trucs que je faisais tout le temps, c'est envoyer à mes amis des petits commentaires sur ce que moi j'avais trouvé intéressant, ce que maintenant on fait avec Facebook en disant je voudrais partager un lien et veut que ses amis soient au courant. Et donc à l'époque, il n'y avait pas ça. Et donc c'était l'idée qui nous était venue pour dire, voilà, je mets cette espèce de post-it note qui n'existait pas que sur le site, mais qui aussi était disséminée à travers un réseau d'amis. Donc il y avait un côté social, comme tu disais, et ça répondait à ce besoin-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme start-up intéressante en ce moment qui sont en train d'apparaître à droite à gauche là? Il y a plein de registres différents. Moi, je regarde un petit peu plus la finance en ce moment, puisque en venant de Mint, on regarde ça de près. Il y a des choses qui sont assez controversiales. Il y a des boîtes comme par exemple Swipely ou Blippi. C'est des trucs qui me dépassent un petit peu quand on regarde de l'extérieur. Les gens, en fait, donnent les informations concernant leur carte de crédit à cette boîte. Et ensuite, un peu à la Twitter ou à la Facebook, à chaque fois que tu te sers de la carte pour aller acheter quelque chose, c'est broadcasté publiquement. Et donc, tu passes à la station essence, ça devient public, tu vas t'acheter un sandwich, même chose. Et donc, le besoin m'échappe un petit peu, et pourtant, c'est quelque chose qui a une adoption assez fulgurante. Il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser ça, avec aucune inquiétude quant à leur vie privée, aucune inquiétude quant à leur safety, donc c'est très intéressant. Après, il y a d'autres boîtes, par exemple dans tout ce qui est le mobile, il y a une boîte qui s'appelle ShopClick, que je trouve pas mal du tout. Ils ont eu une techno en fait qui utilise des ultrasons, et ils ont quelque chose qu'ils mettent dans les magasins. Ils peuvent cantonner le signal à
à une pièce, etc. Et donc le but c'est de donner des récompenses aux gens quand ils se promènent d'un département à l'autre du magasin. Et en fait le téléphone entend les sons. Ça permet d'être très très précis quant à la position du téléphone et donc de son utilisateur. Et ils arrivent comme ça à entraîner les gens. Quand les gens viennent au Walmart, ils viennent pour acheter des légumes. Pas beaucoup de marge sur les légumes. Du coup, on les amène au rayon électronique. Et là, il y a beaucoup de marge. Donc, c'est plutôt du commerce comme ça. Intéressant. Ils embauchent aussi. Comment elle s'appelle celle-là? ShopClick. Alors Jean, je suis intéressé par le processus de transformation de la boîte à ActiveWeave, et en particulier quand vous êtes passé de Stickies à Blogover. Tu n'as pas décrit ce que ça faisait, mais ce qui m'intéresse aussi c'est le processus de transformation. Comment on passe d'une idée à une autre en se disant que ça va peut-être marcher et puis... Premièrement, la nécessité. On était bien obligé de se confronter à la réalité que ça ne décollait pas comme on voulait. Et ensuite, tu as un rayon d'action qui est limité parce qu'on n'a pas, encore une fois, une piste d'envol qui est illimitée. Et donc, on était obligé de réagir en utilisant des morceaux qu'on avait déjà. Et puis ensuite, en regardant un petit peu les réactions qu'on avait par nos utilisateurs, les rares utilisateurs qu'on avait, on a essayé de comprendre un petit peu comment ils se servaient de l'outil. Et donc, on a extrait en fait un cas parmi les centaines de choses qu'on pouvait faire avec. On a extrait une utilisation bien précise et on l'a complètement maximisée. On a rendu cette seule chose-là possible, mais de façon très très simple. Donc en fait, comme souvent dans ces startups, le seul truc qu'on peut faire, c'est une chose, donc focus, et on a simplifié à mort. Et c'est finalement ce processus-là qu'on a suivi. Et là, on a fait tout le contraire. On n'a pas sorti le produit avant de l'avoir. On a pris des gens, en fait... on a passé des annonces dans Craigslist et on payait les gens 10 $ de l'heure pour venir se servir du truc. Et des gens qui n'avaient aucune expérience de l'informatique, mis à part le fait qu'ils s'en servaient un petit peu au travail. Et on n'a pas sorti le produit avant qu'eux puissent s'en servir sans aucune aide de notre part, quoi. Donc on voulait vraiment que ça soit super simple. Tu peux décrire pour ceux qui ne savent pas ce que ça faisait? Ouais, c'était un outil en fait qu'on installait dans le navigateur, dans Firefox. Et ensuite on lui disait, j'aime bien tout ce qui est je sais pas, politique, sport, technologie, des thèmes comme ça. Et ensuite, nous, à chaque page que les gens visitaient, on regardait ce qu'il y avait dans la page et on se retournait, on allait demander à nos serveurs s'il y avait d'autres documents, d'autres articles qui étaient à peu près dans la même mouvance, mais qui parlaient de politique, le même thème, mais à travers uniquement les thèmes que toi tu avais choisis. Et donc c'était personnalisé, ça se passait sans aucune intervention de ta part, donc c'était facile à utiliser. Et les gens, ça leur donnait plus de contexte autour des articles qu'ils lisaient. Donc je ne sais pas si tu veux t'acheter un nouvel iPhone, tu lis le site de Apple, mais nous on t'a amené toutes les revues de tous les mecs qui font des revues, des critiques de ce device. Donc ça permettait aux gens d'avoir plus d'informations quand ils la voulaient. On comprend pourquoi on a un advertising network que vous avez acheté. Voilà. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites en ce moment concernant le Deep Web? Le Deep Web, ça c'était ce qu'on faisait pour agréger les données. Justement, en venant du monde 2.0, tout le monde pense que il y a des API pour tout, il y a des appels qu'on peut faire, un service bien précis qui va nous donner les données qu'on veut. Quand on parle à des banques, ce n'est pas du tout le cas. Ils ne sont pas là pour mettre leurs informations en avant, même s'ils sont obligés de tolérer en fait l'existence des agrégateurs comme nous, puisque le public demande cet accès, mais ils ne dédient aucune ressource technique à ce que ça se passe bien. Et donc en fait, le besoin qu'on a, c'est d'aller en fait naviguer l'intérieur des sites, passer au-delà des écrans de sécurité pour pouvoir aller chercher les données. Et donc c'est du deep web, mais pas dans le sens strictement parlé search, mais quand même dans le sens d'accès, de navigation, d'extraction de données. Dans notre cas, c'était très précis parce qu'il fallait qu'on puisse extraire toutes les données bancaires d'un utilisateur précis, le solde de leur compte, mais aussi chaque transaction, etc. Et donc, et là, tu as les deux côtés techniques et légal. Voilà. Collision. Comment vous faites pour HSBC, c'est le genre de banque-là qui requiert l'utilisation d'une souris pour cliquer sur du numéro, des machins comme ça? Ça